Mason Rivera n'aurait jamais imaginé qu'acheter la villa la plus délabrée de Millbrook bouleverserait à jamais la vie de sa fille. Pourtant, ce choix insensé allait les conduire vers une découverte inespérée. Car lorsque Lily, 9 ans à peine, mit à jour un sous-sol secret derrière un vieux mur effrité, elle ne savait pas encore que ce qu'elle allait trouver dans un coffre oublié transformerait leur destin. En un instant, cette famille au bord du gouffre, menacée par la misère et l'expulsion, deviendrait gardienne d'une fortune inimaginable, évaluée à près d'1/4 milliard de dollars. Mais avant ce tournant incroyable, il y eut la douleur, le vide et l'ombre de la perte. Le deuil et la promesse impossible. La pluie battait contre les vitres de l'hôpital, martelant le silence de la chambre où Mason tenait la main glacée de sa femme Elena pour la dernière fois. Les médecins avaient tout tenté après l'accident. Mais parfois, le destin refuse toute négociation. À seulement 34 ans, Mason se retrouvait veuf, seul pour élever Lily, leur petite fille de 9 ans, assise dans un coin, recroquevillée sur sa peluche préférée. Ses épaules frêles tremblaient sous le poids des sanglots qu'elle essayait d'étouffer. « Papa, maman ne rentrera vraiment plus jamais à la maison ?» murmura-t-elle, sa voix couvrant à peine le grondement du tonnerre. Mason sentit sa gorge se serrer, ses yeux brûlaient des larmes qu'il s'efforçait de contenir depuis des jours. « Non. Ma chérie, maman ne reviendra pas. Mais je te promets une chose, on va s'en sortir, toi et moi. » Une promesse qu'il n'était pas certain de pouvoir tenir. Elena avait été le pilier financier de leur foyer, infirmière dévouée et régulière dans son emploi, tandis que Mason enchaînait les petits contrats dans le bâtiment. Désormais, il lui restait les factures médicales, les frais d'obsèques et l'effrayante perspective d'élever seule sa fille. Le pari insensé. 3 semaines plus tard, Mason était assis à la table de la cuisine, entouré de piles de factures. Le propriétaire de leur appartement exigeait 2 mois de loyer qu'il n'avait pas. Son travail à temps partiel sur les chantiers ne suffisait même pas pour remplir le réfrigérateur. Il avait passé des heures en ligne à chercher une solution quand une annonce retint son souffle. Villa Esperanza, 3 étages, style victorien, dans la petite ville de Millbrook à 2 heures de route. Le prix affiché semblait irréel, 47 000 $. Les photos montraient un bâtiment fatigué, peinture écaillée, jardin envahi de mauvaises herbes, volets arrachés. Mais Mason voyait au-delà. Il voyait de l'espace, un avenir, une chance de donner à Lily ce qu'il n'avait jamais eu enfant, une vraie maison. « Papa, cette maison fait peur, regarde, on dirait qu'il y a des trous dans le toit. » observa Lily en jetant un œil à l'écran. « Ce ne sont que des tuiles qui se sont envolées, rien qu'on ne puisse réparer, » répondit Mason avec douceur. Son œil exercé de constructeur percevait la solidité des fondations, la noblesse d'une architecture du XIXe siècle bâtie pour durer. « Regarde cette pièce, Lily, elle pourrait devenir ta chambre. Et là-haut, cette petite tour, tu pourrais en faire ton coin lecture. » Pour la première fois depuis la mort de sa mère, les yeux de Lily s'illuminèrent. Elena lui avait toujours lu une histoire le soir, et les livres étaient devenus pour elle un refuge depuis la tragédie. « Vraiment ? Une pièce entière juste pour lire ?» demanda-t-elle, pleine d'espoir. Mason n'hésita plus. Le lendemain, il appelait l'agent immobilier. La signature du destin. « Je préfère être honnête avec vous, monsieur Rivera, » grogna Frank Morrison, qui tentait de vendre la villa depuis 3 ans. La maison a besoin de beaucoup de travaux. Le chauffage est hors service, il n'y a pas de climatisation, et pour la rendre habitable, vous devez compter 30 à 40 000 de plus. Le cœur de Mason se serra. Après l'assurance vie d'Elena et les funérailles, il ne lui restait que 51 000 $. Exactement le montant du prix d'achat, moins les réparations. « Et pour un crédit ?» demanda-t-il. « Avec votre situation professionnelle, aucune banque n'acceptera. C'est une vente uniquement au comptant. » Mason contempla encore les photos. Dans ses murs fatigués, il voyait Elena. Son amour pour les objets anciens, sa conviction que tout mérite une seconde chance. Elle avait toujours rêvé de rénover une vieille maison de leurs mains. Mason inspira profondément. « Je la prends » déclara-t-il. 2 semaines plus tard, lui et Lily arrivaient devant Villa Esperanza, leur vieille Civic chargée à craquer, tirant une petite remorque contenant toutes leurs affaires. La bâtisse se dressait devant eux, imposante malgré ses blessures.
3 étages de grandeur victorienne défraîchie, entourés de jardins à l'abandon. C'est plus grand que je pensais, s'exclama Lily en levant les yeux vers la tour. On dirait un château. Un château qui a besoin d'amour, sourit Mason. Mais pour la première fois depuis la mort d'Helena, il ressentait quelque chose d'inattendu, de l'espoir. La découverte d'un foyer. Frank Morrison les attendait avec un trousseau de vieilles clés. L'électricité fonctionne. Mais comme je vous l'ai dit, le chauffage est mort. Le sous-sol se remplit parfois d'eau quand il pleut fort, et une partie a été scellée dans les années 50. Personne n'a jamais jugé utile dit. Entrez. Mason hocha la tête, mais son regard se fixa sur l'intérieur lorsqu'il poussa la lourde porte d'entrée. Le souffle lui manqua. Malgré la poussière et l'abandon, le lieu avait une âme. Des boiseries sculptées à la main, un grand escalier de bois qui s'élevait vers un vitrail représentant des roses et des volubilis. Sous les planches grinçantes, on devinait encore le faste. D'autrefois. Maman aurait adoré, murmura Lily. Oui, ma chérie, et je suis sûr qu'elle nous aidera à la rendre belle de nouveau. Mason posa une main réconfortante sur son épaule. 7. Nuit-là, ils dormirent côte à côte sur des matelas gonflables dans l'ancienne salle à manger, une lanterne posée entre projetant des ombres dansantes au plafond orné de moulures. Mason resta éveillé longtemps, écoutant la respiration régulière de sa fille, planifiant mentalement chaque étape, plomberie, électricité, toiture. Il lui restait $4000. À peine de quoi acheter des matériaux, mais il comptait sur ses propres bras. Le premier combat. Dès le lendemain, la réalité frappa. En ouvrant le robinet de la cuisine, un jet d'eau brunâtre jaillit avant de s'arrêter net. La plomberie était dans un état pire qu'il ne l'avait imaginé. Mason passa la journée rampant sous la maison, une lampe de poche serrée entre les dents, suivant les tuyaux rongés par la rouille. Il dressa une liste, changer la plomberie en priorité, puis l'électricité, et enfin réparer la toiture avant l'hiver. Le travail semblait titanesque. Pourtant, malgré la fatigue et l'angoisse, Mason sentait grandir en lui une énergie nouvelle, celle d'un père qui refuse d'abandonner. Un château pour Lily. Les jours suivants furent rudes, mais portés par une lumière nouvelle. Chaque matin, Mason se levait avant l'aube, les mains déjà couvertes de poussière et de sang. Séché à force de manier les outils. Lily, quant à elle, explorait chaque recoin avec une curiosité insatiable. Elle dessinait des plans pour décorer sa future chambre, remplissait la tour de ses livres, et notait ses rêves dans un carnet offert par sa mère. Chaque éclat de rire de sa fille était une victoire contre la douleur. Chaque petit progrès, une brique ajoutée non seulement au mur de la maison, mais à la reconstruction de leur vie. Car Villa Espéranza n'était pas qu'un amas de pierre et de poutres. C'était une renaissance. Le symbole d'un avenir encore possible. Et bientôt. Derrière un mur disloqué du sous-sol oublié, une découverte allait changer ce rêve fragile en miracle inespéré. La découverte de Lily et Mason. Lily aidait autant qu'une fillette de 9 ans pouvait le faire. Elle rangeait les outils de son père, l'accompagnait dans ses courses quotidiennes à la quincaillerie, qu'elle vivait comme de véritables expéditions, et s'était même proclamée photographe officielle du chantier. Avec le vieil appareil photo numérique qu'Helena, sa mère, avait laissé derrière elle, la petite immortalisait chaque étape de leur progrès. Le soir, père et fille s'asseyaient ensemble, souvent à la lueur d'une bougie, pour parcourir les clichés du jour. Mason expliquait alors ce qu'ils avaient accompli et ce qu'ils prévoyaient pour la suite. Un soir, alors qu'ils grignotaient des sandwichs au beurre de cacahuètes, Lily posa une question toute simple. « Papa, pourquoi commence-t-on par cette pièce ?» Mason eut un sourire fatigué mais tendre. Il lui montra les murs défraîchis autour d'eux et répondit. « Parce que la cuisine est le cœur de la maison. C'est ici que nous passerons le plus de temps. Si nous réussissons à redonner vie à cet endroit, le reste suivra naturellement. » Il fallut 6 semaines entières pour rendre la cuisine fonctionnelle. 6 semaines durant lesquelles Mason travaillait d'abord sur des chantiers de construction à 40 minutes de route, puis rentrait, le soir, pour poursuivre leur propre projet jusqu'à minuit. Ses mains étaient sans cesse couvertes de coupures, ses articulations douloureuses, son dos brisé par des heures à ramper sous des planchers ou à manier des charges trop lourdes. Et pourtant, chaque petite victoire paraissait immense.
Le jour où l'eau chaude jaillit. Enfin du robinet de la cuisine, Lily applaudit comme si elle avait gagné à la loterie. Le soir où ils purent préparer leur premier repas sur la vieille cuisinière restaurée, elle insista pour immortaliser l'instant par une photo. Mais c'est au tour de la nouvelle table, le soir où ils purent dîner assis dignement plutôt qu'à même le sol, que Mason eut le cœur le plus serré. Pour la première fois depuis la mort d'Helena, Lily prononça une prière avant de manger. Elle remercia Dieu pour leur nouvelle maison et demanda qu'il permette à sa maman de voir combien elle devenait belle. Mason essuya ses larmes en silence. Sa fille grandissait trop vite, assumant des responsabilités qu'aucun enfant n'aurait dû porter. Pourtant, cette maturité précoce révélait une force et une résilience qui l'émerveillait chaque jour davantage. Lorsque la tempête plongea la maison dans l'obscurité, Lily alluma des bougies sans même attendre qu'on le lui demande. Quand les repas se réduisaient à des plats frugaux, elle ne se plaignait jamais. Et les soirs où Mason rentrait épuisé, découragé, elle lui montrait ses dessins colorés représentant la maison telle qu'elle l'imaginait. Une fois terminé, son enthousiasme lui redonnait du courage. L'automne arriva et le rez-de-chaussée prit forme. Le salon, repeint et meublé grâce à des trouvailles chinées dans des brocantes, respirait déjà une certaine chaleur. La salle à manger s'était transformée en coin de voir, avec une grande table construite par Mason à partir de bois récupéré, entourée de chaises dépareillées, qu'ils avaient repeintes ensemble. Même la salle de bain du bas fonctionnait, bien qu'elle fût loin du luxe. Mais Mason voyait ses économies fondre à une vitesse inquiétante. Les factures de chauffage allaient être astronomiques avec les vieilles fenêtres et l'absence d'isolation. Souvent, la nuit, il restait éveillé, le regard fixé au plafond, calculant mentalement des colonnes de dépenses. L'angoisse l'assaillait, avait-il fait une erreur en s'entêtant à restaurer cette immense demeure? Peut-être aurait-il dû rester en ville, louer un petit appartement modeste et vivre sobrement dans leurs moyens. C'est au cœur de ces doutes que survint l'événement qui allait bouleverser leur existence. Le mur de briques et le passage secret. Mason avait toujours encouragé Lily à explorer la maison, avec prudence bien sûr. Le manoir regorgeait de recoins mystérieux et de cachettes oubliées. Elle avait déjà découvert un monte-plat reliant la cuisine à l'étage, un escalier secret dissimulé derrière une bibliothèque et des espaces de rangement enfouis sous les combles. Ce samedi matin d'octobre, tandis que Mason s'échinait à remplacer les fenêtres du grand salon, Lily descendit au sous-sol. La partie principale avait été assainie et nettoyée, mais il restait une zone intrigante, dont l'ancien propriétaire, Frank Morrison, avait vaguement parlé, un espace muré derrière une cloison de briques depuis des décennies. « Papa! Viens voir » cria-t-elle, sa voix cristalline résonnant dans l'obscurité du sous-sol. Mason la rejoignit et la trouva au fond, agenouillée devant le mur suspect. À travers un pan de briques mal jointoyées, elle avait découvert une ouverture. Derrière, un étroit couloir conduisait vers une autre pièce. « J'ai l'impression qu'il y a tout un espace caché là derrière, dit-elle en éclairant de sa lampe torche. Mason, plus large qu'elle, dut se contorsionner pour se faufiler. L'air qui s'en échappa sentait le vieux papier, une odeur de bibliothèque ancienne, pas de moisissure. Ils pénétrèrent dans une pièce scellée depuis des dizaines d'années. L'endroit, préservé des inondations, avait gardé une atmosphère étonnamment sèche. Contre un mur, plusieurs meubles dormaient sous des draps immaculés. Mais c'est au centre que se trouvait l'objet le plus intrigant, un vieux coffre-fort, haut de plus d'1 mètre, peint d'un verre passé mais toujours robuste. « Tu crois qu'il y a quoi dedans » demanda Lily à voix basse, comme si elle craignait de réveiller un fantôme. Mason effleura la poignée, persuadé que le mécanisme serait verrouillé depuis longtemps. Pourtant, à sa stupéfaction, le levier céda. Un grincement métallique résonna. Et la porte s'ouvrit, révélant son contenu. Le trésor des Blackwood. À l'intérieur, des étagères alignaient des dossiers protégés, des boîtes en bois et des contenants métalliques, tous soigneusement rangés. Mason sortit un premier dossier, ses mains tremblant légèrement. À l'intérieur, des titres au porteur, des dizaines, chacun valant plusieurs milliers de dollars. Ils dataient des années 1940 à 1960, émis par des entreprises et des gouvernements. Certaines compagnies existaient encore, d'autres lui étaient inconnues, mais tout paraissait authentique.
Il s'assit lourdement sur une vieille caisse. La stupeur lui coupait le souffle. Lily, intriguée, murmura. « Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air bizarre ?» Mason ouvrit un autre dossier. Il y trouva des actions au nom de Margaret Blackwood, actionnaire de sociétés comme IBM, General Electric ou encore Coca-Cola, des entreprises qui avaient décuplé leur valeur depuis. Les boîtes en bois recelaient des pièces d'or, des American Eagles, des Canadian Maple Leaf, des Krugerrand sud-africains. Chaque pièce était emballée avec soin, numérotée et cataloguée. Les contenants métalliques regorgeaient de pièces d'argent, et même de monnaie rare, précieuses autant pour leur valeur historique que pour leur métal. Mason n'en revenait pas. Il se pencha vers sa fille, la gorge serrée. « Lily, je crois qu'on vient de trouver un trésor. Un vrai trésor de pirate. » Les yeux de l'enfant brillaient d'émerveillement. Elle se hissa sur la pointe des pieds pour scruter les papiers, incapable de mesurer encore l'ampleur de leur découverte. Ils durent faire 3 allers-retours pour transporter le butin à l'étage. Mason enferma tout dans le placard de leur chambre, puis passa la semaine suivante plongé dans des recherches frénétiques, passant des coups de fil, essayant de comprendre. Il consulta un avocat spécialisé en succession, qui le mit en relation avec un conseiller financier habitué à gérer ce type de découvertes insolites. Le verdict dépassait tout ce qu'il avait imaginé. Héritage. Inattendu. Le coffre appartenait à Margaret Blackwood, ancienne propriétaire de la demeure. Fille d'une riche famille, elle avait hérité d'une fortune considérable et investie judicieusement au fil des décennies. Mais, isolée et sans héritier direct connu, elle avait laissé derrière elle un patrimoine oublié, scellé dans cette pièce cachée. Ce qui, pour Mason et Lily, ressemblait à un miracle prenait des allures d'histoire légendaire. Du jour au lendemain, ils n'étaient plus seulement des survivants d'une vie cabossée, ils devenaient les gardiens d'une fortune inimaginable. Mason, encore incrédule, se rappelait les nuits blanches passées à douter, à craindre l'échec. Désormais, l'avenir prenait une teinte nouvelle. Mais au fond de lui, il savait une chose essentielle. Ce n'était pas l'or ni les actions qui donnaient un sens à leur aventure. C'était chaque sourire de Lily, chaque moment de complicité volé au découragement, chaque pas franchi ensemble. Le trésor n'était peut-être pas uniquement dans le coffre. Il se trouvait aussi dans la résilience qu'ils avaient forgée, dans l'amour qui les liait plus fort que jamais, et dans cette maison qui, peu à peu, redevenait un foyer. La véritable richesse de la Villa Esperanza. Margaret Blackwood, une industrialiste discrète, avait hérité d'une immense fortune dans les années 1940. Pourtant, au lieu de mener une vie fastueuse, elle avait choisi de vivre modestement, presque effacée, laissant l'essentiel de ses biens dormir, oubliés, dans un vieux coffre du sous-sol. Quand Mason découvrit ce trésor enfoui, il eut l'impression que le temps s'arrêtait. Les documents d'évaluation parlaient d'obligations, d'actions, de métaux précieux, et surtout d'intérêts et d'appréciations accumulées durant des décennies. La somme totale atteignait près de 250 millions de dollars. Un quart de milliard. Une richesse qu'ils n'auraient même pas su imaginer, là, à portée de main. Sous leurs pieds, depuis tout ce temps. Il resta de longues minutes à relire ce chiffre, incapable d'en mesurer l'ampleur. Lorsqu'il annonça la nouvelle à sa fille, il dut simplifier. « Alors ? On est riche ?» demanda Lily, les yeux grands ouverts. « Oui, ma chérie. On est riche. Très riche. Ça veut dire qu'on n'aura plus jamais à dîner de sandwich au beurre de cacahuètes ?» Mason éclata de rire, un vrai rire, le premier depuis la mort d'Helena. Son cœur s'allégea un instant. « On pourra manger ce que tu voudras, ma puce. Pour toujours. » Héritage d'Helena. Pourtant, au fil des semaines, Mason se surprit à ne pas rêver de voitures luxueuses ni de voyages exotiques. Ses pensées revenaient sans cesse vers Helena. Elle n'avait jamais été fascinée par l'argent, elle avait été infirmière par vocation, avait donné son temps aux banques alimentaires, aux programmes d'alphabétisation. Elle répétait souvent que les bénédictions n'avaient de sens que si elles servaient à aider les autres. Un soir, alors qu'il prenait le repas dans la cuisine restaurée, Lily leva les yeux de son cahier d'exercice. « Papa. Tu te souviens comme maman disait qu'elle voulait aider les enfants qui n'avaient pas de bon foyer ?» La gorge de Mason se serra. « Oui,
Elena en parlait souvent, surtout après avoir vu les conditions précaires dans lesquelles vivaient certains camarades de classe de Lily. Elle rêvait d'ouvrir une maison où les enfants seraient en sécurité, entourés d'amour et encouragés à rêver grand. Et si on utilisait l'argent du trésor pour ça? Continua Lily. Si on transformait cette maison en ce que maman voulait créer? Mason fixa sa fille, ébloui par sa générosité. Elle aurait pu demander des jouets, des voyages, une vie de luxe. Mais son cœur, à 9 ans, se tournait déjà vers les autres. Tu veux vraiment faire ça? Oui. Maman le voudrait. Et puis, ajouta Lily avec un sourire, cette maison est bien trop grande pour nous deux. La transformation de la villa. Mason se mit alors au travail. Pendant un mois, il consulta des avocats, des travailleurs sociaux, des experts en protection de l'enfance. La succession de Margaret Blackwood, morte sans héritier, leur appartenait légalement en tant que nouveau propriétaire. Mais transformer la Villa Espéranza en un foyer pour enfants serait un défi plus complexe. Ils décidèrent que ce lieu ne serait pas une institution impersonnelle, mais un foyer vivant, chaleureux. Presque une grande famille. Mason engagea des professionnels pour achever la restauration de la villa avec soin. Le résultat fut splendide. La tour devint une bibliothèque, remplie de milliers de livres et de coins lecture douillets, comme Lily en rêvait. Le 3e étage fut aménagé en chambres individuelles, décorées avec goût pour que chaque enfant s'y sente unique. Les étages principaux accueillirent des espaces communs, salles d'études, aires de jeu, un salon pour se réunir comme une famille. Ils installèrent une cuisine moderne capable de préparer de grands repas. Un laboratoire informatique où les enfants pourraient faire leurs devoirs et découvrir la technologie, ainsi qu'une serre où ils apprendraient à cultiver leurs propres légumes. L'ancienne remise devint un atelier pour initier les adolescents au travail du bois et à la mécanique. Mais au-delà des murs et des équipements, ce qui comptait vraiment, c'était l'atmosphère, une ambiance de respect, de confiance et d'amour. Une nouvelle famille. Les premiers enfants arrivèrent, souvent brisés par leurs expériences. Mais, petit à petit, la magie opéra. À travers l'éducation, l'accompagnement et surtout l'affection, ils retrouvaient espoir et dignité. Lily, 10 ans désormais, devint la petite ambassadrice de la villa. Elle accueillait chaque nouveau venu avec chaleur, les aidait à se sentir chez eux. Elle organisait des soirées de jeux, aidait les plus jeunes à lire et trouvait toujours le moyen de faire sourire même les plus timides. Mason, lui, découvrit sa vocation. Ses talents de constructeur servaient à l'entretien, mais aussi à l'enseignement. Il formait les adolescents à des métiers pratiques. Leur donnait confiance en leurs capacités. Et parce qu'il avait lui-même traversé le deuil et la douleur, il savait trouver les mots pour ceux qui se sentaient abandonnés par la vie. La première année, 12 enfants, âgés de 6 à 17 ans, trouvèrent refuge à la Villa Espéranza. Certains ne restèrent que quelques mois, le temps que leur famille se réorganise. D'autres demeurèrent des années. Tous repartirent avec une certitude, quelqu'un croyait en eux et leur avenir valait la peine d'être construit. Le rêve d'Elena réalisé. Très vite, la réputation de la Villa Espéranza dépassa la région. On la surnommait « la maison des miracles ». Là, les enfants découvraient des talents insoupçonnés. Les adolescents sortaient du système avec des bourses d'études et des compétences solides, et chacun, surtout, apprenait qu'il était aimé et estimé. Le soir, Mason aimait se rendre à la bibliothèque de la tour. Il observait Lily lisant à un petit groupe attentif, ou aidant à corriger un devoir. Alors, dans le rire des enfants et la douceur ambiante, il sentait presque la présence d'Elena. Pas comme un fantôme, mais comme une lumière subtile qui imprégnait chaque recoin de la maison, dans la tendresse de Lily, dans la joie partagée, dans chaque sourire d'enfant qui redécouvrait sa valeur. La vraie richesse. Avec le recul, Mason comprit que l'argent n'était qu'un outil. Le véritable trésor, celui qui avait changé leur vie. C'était la preuve que l'amour pouvait transformer la douleur en beauté. Même au plus sombre des jours, il existe toujours une possibilité de reconstruire. Les dimanches matins, lorsqu'il voyait les enfants lire, jouer ou jardiner, Mason restait sur le porche et contemplait le chemin parcouru. La villa délabrée qu'il avait achetée par désespoir était devenue le foyer lumineux qu'Elena avait tant rêvé. Un lieu où les choses brisées reprenaient vie,
où chaque enfant apprenait qu'il méritait d'être aimé et qu'il avait quelque chose d'unique à offrir au monde. Lily, désormais âgée de 11 ans, gardait encore une photo de sa mère sur sa table de nuit. Mais elle ne s'endormait plus en pleurant. Ses pensées étaient occupées par les histoires qu'elle lirait à ses camarades, les jeux qu'elle organiserait, les projets collectifs à inventer. Un soir, en observant un petit garçon de 7 ans, Carlos, rire pour la première fois depuis son arrivée, Lily murmura. « Maman serait tellement fière. » « Oui, » répondit Mason. « Mais je crois qu'elle est surtout fière de toi. » « Pourquoi ? » « Parce que tu as pris la pire épreuve de notre vie et tu l'as transformée en la plus belle chose qui soit. » Arrivée à d'autres enfants. Lily réfléchit un instant, puis déclara doucement. « Je crois que le trésor était là depuis toujours, papa. On devait juste apprendre à le trouver. » Un héritage vivant. Les années passèrent. La Villa Espéronza grandit, devenant un réseau de foyers accueillant des milliers d'enfants. Lily entra à l'université, décidée à devenir travailleuse sociale. Mason, lui, écrivit un livre retraçant leur aventure, pour inspirer d'autres familles. Chaque année, à la date anniversaire de la mort d'Elena, ils se réunissaient. Non pas pour se laisser submerger par le chagrin, mais pour célébrer l'héritage qu'elle avait semé. Ils lisaient des lettres d'anciens résidents devenus enseignants, mécaniciens, infirmiers, entrepreneurs, parents à leur tour. Ils feuilletaient des albums photos montrant les transformations incroyables de ces enfants qui avaient trouvé un foyer entre leurs murs. Parfois, Mason descendait seul au sous-sol, dans la pièce où tout avait commencé. Le coffre était désormais vide, mais il restait là, témoin silencieux. Assis dans cette petite pièce, il murmurait simplement. Merci. Merci à Margaret, à Elena, à la vie elle-même, pour les avoir guidés au bon endroit, au bon moment. La villa que tout le monde jugeait sans valeur était devenue inestimable. Non pas pour l'argent découvert, mais pour l'amour qui y avait fleuri, les destins changés, et la preuve éclatante que même dans les ténèbres, l'espérance se cache, prête à être révélée par ceux qui osent croire. À Millbrook et au-delà, leur histoire devint légende, celle d'un père qui avait tout risqué pour une maison délabrée et y avait trouvé un trésor, celle d'une petite fille qui avait choisi de partager ce trésor plutôt que de s'emparer, celle d'une famille qui avait transformé le deuil en miracle. Et au fond, ce que Mason et Lily avaient découvert n'était pas un coffre rempli d'or, mais la certitude que la véritable richesse est faite de cœurs guéris, d'âmes relevées, et de vies illuminées par l'amour. La tragédie personnelle de Mason et de sa fille s'était transformée en triomphe pour d'innombrables vies. Pourtant, pour Mason et Lily, l'histoire réelle était plus simple, mais infiniment plus profonde. Il ne s'agissait pas d'argent, ni de la découverte miraculeuse qui avait bouleversé leur destin. Il s'agissait d'apprendre que la véritable richesse ne se mesure pas en dollars, mais dans le nombre de vies que l'on touche. Il s'agissait de comprendre que la meilleure façon de penser son propre cœur brisé, c'est d'aider à réparer celui des autres. Et de réaliser que parfois, le pire drame peut devenir le catalyseur de la plus grande victoire. Le rêve d'Elena, l'épouse disparue de Mason, s'était accompli bien au-delà de ce qu'elle aurait pu imaginer. Peut-être l'avait-elle su dès le début, que l'amour, la détermination et l'espérance pouvaient bâtir quelque chose de beau à partir même des fondations les plus brisées. Peut-être avait-elle pressenti que son mari et sa fille avaient en eux la force de transformer leur perte en victoire, leur douleur en lumière. Aujourd'hui encore, la Villa Espéronza se dresse fièrement, témoignage vivant du pouvoir de croire qu'aucune personne, aucun enfant, aucun rêve ne doit être abandonné. Dans la bibliothèque de la tour, sur une étagère près de la fenêtre où pénètre chaque matin la lumière du soleil, repose un petit cadre, la photo d'une femme aux yeux pleins de bonté et au sourire doux. Elle semble veiller silencieusement sur une maison emplie de rire, de découverte et d'amour. Une maison où, jour après jour, les miracles se produisent, un enfant à la fois. Au fil des années, la réputation de la Villa Espéronza dépassa largement les frontières de Millbrook. Les assistants sociaux de tout l'État commencèrent à y orienter leurs cas les plus difficiles. Car, de façon presque miraculeuse, des enfants que tout le monde avait condamnés retrouvaient espoir entre ces murs victoriens restaurés. Le secret n'était pas seulement l'environnement accueillant, ni les fonds abondants. Le secret, c'était une philosophie, née de la mémoire d'Elena et mûrie par Mason et Lily, voir le potentiel au lieu des problèmes, bâtir une famille au lieu de n'offrir qu'un
Simple abri. Chaque enfant possède un super pouvoir, expliquait Lily aux nouveaux arrivants lors de leur première semaine. À 16 ans, grande et gracieuse comme sa mère, mais avec la force. Tranquille de son père, elle incarnait ce message. Notre rôle n'est pas de vous donner des super pouvoirs, ajoutait-elle avec un sourire, mais de vous aider à découvrir ceux que vous portez déjà en vous. Ce n'étaient pas de simples paroles inspirantes. Au fil du temps, Mason et Lily mirent en place un système précis pour identifier les talents uniques de chaque enfant. Marcus, 14 ans, qui fuyait toutes les familles d'accueil, découvrit un don extraordinaire pour la mécanique. En 6 mois, il reconstruisait des moteurs de voitures dans l'ancien atelier de la maison de campagne. Sarah, une fillette de 8 ans, muette dans son foyer précédent, se révéla prodige des mathématiques, capable de résoudre des équations complexes mentalement. Mais les victoires les plus précieuses n'étaient pas toujours spectaculaires. Pour Mason, le vrai bonheur résidait dans les petites transformations. Tommy, 10 ans, qui parvint enfin à dormir sans cauchemar. Jessica, 15 ans, éclatant de rire pour la première fois. David, 8 ans, demandant un deuxième service au dîner, convaincu désormais qu'il y aurait toujours assez de nourriture. Le succès, pourtant, apporta de nouveaux défis. La demande dépassait de loin leurs capacités. La villa ne pouvait accueillir que 24 enfants, alors que des centaines de demandes affluaient. Mason, malgré des ressources financières désormais illimitées, se heurtait aux limites de l'espace et du personnel. C'est Lily qui eut l'idée qui allait transformer leur mission locale en mouvement national. Et si nous ne nous contentions pas d'aider les enfants qui vivent ici, proposa-t-elle lors d'une réunion. Et si nous apprenions aux autres à faire ce que nous faisons? Ainsi naquit l'Institut Villa Esperanza. Grâce à une partie importante du trésor retrouvé, ils établirent un centre de formation sur un terrain voisin restauré. Travailleurs sociaux, familles d'accueil et professionnels du bien-être de l'enfance affluèrent de tout le pays pour découvrir leur modèle. On y étudiait non seulement les aspects pratiques de la gestion d'un foyer, mais surtout la philosophie fondamentale, croire au potentiel de chaque enfant, créer une famille, offrir bien plus qu'un toit. La docteure Patricia Hanley, psychologue de renom venue de Boston, fut l'une des premières à étudier leur méthode. Devenue directrice de recherche, elle déclara à Mason, « Ce que vous avez bâti n'est pas seulement un foyer. C'est une réinvention complète de l'aide à l'enfance. Vos résultats sont extraordinaires. En 30 ans de pratique, je n'ai jamais vu de telle réussite. » La première promotion de l'Institut rassembla des parents d'accueil de 12 États, des travailleurs sociaux de grandes villes et même des visiteurs venus du Canada et d'Europe. Chacun repartit avec des outils, mais surtout avec une conviction renouvelée, l'amour, allié aux ressources et à une vision claire, pouvait accomplir l'impossible. Mason, malgré sa réticence, devint conférencier. Il n'aimait pas l'attention, préférant réparer des vélos ou conseiller un adolescent en difficulté, mais il comprenait l'importance de partager leur histoire. On me demande toujours l'argent, disait-il. Oui, trouver $250 million a tout rendu possible. Mais la vraie transformation est survenue bien avant d'ouvrir ce coffre. Elle est née le jour où Lily et moi avons choisi de transformer notre douleur en guérison pour les autres. De son côté, Lily devenait une figure inspirante. Toujours au lycée mais suivant des cours universitaires en ligne, elle fut invitée à parler lors de conférences éducatives à travers le pays. Elle écrivit un livre, Trouver des trésors dans les ruines, qui devint un best-seller, tous les bénéfices servant à élargir les programmes de la villa. Pourtant, malgré cette notoriété, elle restait humble, concentrée sur la vie quotidienne auprès des enfants. Sa chambre à l'étage était tapissée de lettres d'anciens pensionnaires devenus étudiants, travailleurs sociaux, parents ou artistes. Elle les conservait toutes, les relisant quand le découragement menaçait. Une lettre en particulier, signée Maria Santos, aujourd'hui infirmière dans un hôpital pour enfants à Philadelphie, résumait l'essence de leur mission. Chère Lily, aujourd'hui j'ai tenu la main d'une petite fille pendant qu'on lui faisait des points de suture. J'ai pensé à toi. À ta main qui serrait la mienne. Cette première nuit où j'étais terrorisé. Je suis devenue infirmière parce que toi et Mason m'avez appris que la guérison commence quand quelqu'un croit en toi avant que tu n'y crois toi-même. Merci de m'avoir montré qu'une famille n'est pas qu'une question de sang, mais de choix, d'amour et de présence quotidienne. De telles lettres arrivaient régulièrement, de professeurs,
De mécaniciens, d'artistes, de parents. Chacune rappelait que leur travail semait des graines dont les fruits nourriraient des générations. Pour le 5e anniversaire de leur découverte, une équipe de télévision nationale vint tourner un documentaire. Frank Morrison, l'agent immobilier qui leur avait vendu la villa, insista pour participer. « J'ai vendu des milliers de maisons en 40 ans, dit-il devant les caméras. Mais celle-ci est la seule qui ait changé le monde. Quand Mason m'a appelé, je croyais qu'il commettait la pire erreur de sa vie. En réalité, c'était la meilleure décision jamais prise. » Le documentaire, intitulé La villa bâtie par l'amour, toucha des millions de téléspectateurs. Les dons affluèrent, mais surtout, des centaines de communautés demandèrent de l'aide pour créer leurs propres projets inspirés de la Villa Esperanza. Ainsi naquit la fondation Villa Esperanza, destinée à reproduire leur modèle à l'échelle nationale. Mason accepta à contre-cœur le poste de directeur exécutif, tandis que Lily, désormais majeure et en route vers l'université pour étudier le travail social et la psychologie, devint la plus jeune membre du conseil d'administration. Leur première antenne ouvrit à Détroit, dans un manoir abandonné depuis 20 ans. La deuxième vit le jour dans le Montana, accueillant des enfants amérindiens issus de familles frappées par la pauvreté et les addictions. La troisième fut fondée à la Nouvelle-Orléans, pour les enfants déplacés par des catastrophes naturelles. Chaque site avait ses défis. Mais les principes restaient identiques, voir le potentiel, créer une famille, croire en la capacité de chaque enfant à guérir et à s'épanouir. Mason contemplait souvent l'ampleur de ce chemin. Ce qui avait commencé comme l'effort désespéré d'un père pour offrir un foyer stable à sa fille endeuillée était devenu un mouvement transformant la protection de l'enfance en Amérique du Nord. Pourtant, au milieu de cette expansion, il n'oublia jamais l'essentiel, un sourire d'enfant, une main tendue, une vie reconstruite. Et dans la lumière dorée de la villa, la photo d'Elena continuait de veiller, rappel silencieux que l'amour, la foi et l'espérance peuvent tout changer. Les enfants qui franchissaient les portes de Villa Esperanza arrivaient souvent chargés de douleurs coquins. Être humain, encore moins un enfant, ne devrait avoir à porter. Mais ils repartaient avec quelque chose de précieux, des outils pour affronter la vie, une étincelle d'espérance, et surtout une dose d'amour qui les accompagnerait pour toujours. Bien sûr, le chemin n'était pas sans déchirure. Certains jeunes étaient arrivés trop abîmés pour guérir complètement durant leur passage. D'autres quittaient l'institution pour retomber dans des choix dangereux. Et certains, devenus majeurs, avaient du mal à trouver leur autonomie malgré toute la préparation et le soutien reçu. Pourtant, même ceux qui ne pouvaient être sauvés entièrement avaient été transformés par l'expérience vécue entre ces murs. Marcus, l'ancien fugueur devenu petit prodige de la mécanique, avait sombré dans l'addiction après son départ à 18 ans. Mais 3 ans plus tard, lorsqu'il réussit enfin à se libérer de ses démons, ce fut le souvenir inébranlable de la confiance que Mason avait placée en lui qui lui donna la force de se reconstruire. Il ouvrit alors son propre garage, employant à son tour des jeunes issus de parcours brisés, offrant à d'autres cette seconde chance qu'il avait lui-même reçue. Le cas le plus difficile que Mason et Lily eurent à affronter fut celui de Daniel. Arrivé à 15 ans, après avoir erré 5 longues années entre foyers d'accueil et centres de détention pour mineurs, il n'était qu'une boule de colère et de violence. Il semblait vouloir prouver au monde entier qu'il était irrécupérable. Pendant 6 mois, il refusa obstinément toute tentative de rapprochement, saccagea des chambres, menaça ses camarades. La plupart des institutions l'auraient renvoyé, classé parmi les échecs, condamné à un placement plus sévère. Mais Lily, elle, reconnut dans ses yeux quelque chose de familier, la même douleur brute qu'elle avait ressentie, enfant, après la mort d'Elena. Elle vit en lui une âme blessée qui frappait contre le monde. Parce que la douleur était la seule chose qui semblait réelle. Elle fit de Daniel son projet personnel, passant des heures avec lui dans l'atelier, lui apprenant à utiliser ses mains. À créer plutôt qu'à détruire, et, peu à peu, gagnant sa confiance. Mason observait, inquiet, voyant sa fille s'investir corps et âme auprès de ce garçon révolté. Mais il reconnaissait aussi en elle l'entêtement compatissant d'Elena, ce refus obstiné de tourner le dos à qui que ce soit. La percée survint au cœur d'une tempête hivernale qui plongea la moitié de Millbrook dans l'obscurité. Tandis que les autres jeunes se rassemblaient dans la maison principale, jouant à des jeux de société à la lueur du feu, Daniel avait disparu. Lily le retrouva dans la remise, un vieux poste radio à la main,
captant les fréquences d'urgence et coordonnant les secours pour aider des automobilistes piégés par la neige. Quand elle lui demanda pourquoi il s'en souciait, il répondit d'une voix rauque. « J'ai vécu dans ma voiture, parfois. Le pire, c'est quand personne ne remarque que tu es en danger. » Cette nuit-là, il contribua à sauver 3 familles dont les voitures avaient dérapé sur les routes gelées. Le lendemain, il demanda à Mason comment s'engager davantage dans les services de secours. En moins d'1 an, Daniel était bénévole dans l'équipe de recherche et de sauvetage du comté. À 18 ans, il rejoignit la garde nationale et devint ensuite ambulancier. Lors de sa remise de diplôme, il serra Lily dans ses bras et murmura « Tu m'as sauvé la vie. Pas seulement parce que tu m'as offert un toit, mais parce que tu as refusé de me laisser disparaître. » C'est pour des histoires comme celle de Daniel que Mason et Lily persistaient dans leur mission, malgré la pression et l'attention médiatique qui devenait parfois écrasante. Chaque enfant qui retrouvait son chemin, chaque vie transformée, chaque famille recomposée entre ces murs justifiait toutes les nuits blanches, toutes les décisions douloureuses, tous les doutes. Le 10e anniversaire fut célébré non pas à Villa Esperanza, trop petite, mais dans un centre de convention de Springfield, capable d'accueillir les milliers de personnes dont la vie avait été touchée. Anciens résidents, familles adoptives, membres du personnel et soutiens s'étaient réunis pour célébrer une décennie de miracles. Lily, désormais âgée de 21 ans et sur le point de terminer son master en travail social, prononça le discours d'ouverture. Elle se tenait au pupitre, le regard embrassant un océan de visages qu'elle avait connus enfants apeurés et qu'elle voyait aujourd'hui adultes épanouis. Sa voix était ferme et claire. « Il y a 10 ans, mon père a pris une décision que beaucoup jugeaient insensée. Il a mis nos derniers $50 000 dans une maison délabrée, simplement pour me donner de l'espoir. Il voulait prouver que même quand tout s'effondre, l'amour peut rebâtir quelque chose de beau à partir des ruines. » La salle retint son souffle. Elle poursuivit, « Nous avons trouvé un trésor dans ce sous-sol, mais pas celui que vous croyez. Oui, il y avait l'argent, beaucoup d'argent. Mais le véritable trésor, c'était la découverte que chacun d'entre vous portait déjà en lui une richesse infinie. Notre mission n'a jamais été de vous donner de la valeur. Vous l'aviez déjà. Notre rôle a été de vous aider à la voir, à y croire. » Ses yeux croisèrent ceux de Mason, assis au premier rang, les larmes aux joues, débordant de fierté devant la femme remarquable qu'était devenue sa fille. « Ma mère est morte quand j'avais 9 ans, confia Lily. Je croyais que mon histoire s'arrêtait là. Je pensais que le meilleur était derrière moi. J'avais tort. Le meilleur, c'est tout ce que nous avons construit depuis. Toutes ces vies que nous avons aidé à comprendre que leur histoire ne faisait que commencer. » L'ovation dura près de 10 minutes. Mais pour Mason, la vraie victoire fut plus intime. Le soir même, quand la fête s'acheva, il se retrouva dans la bibliothèque de la tour avec quelques résidents actuels. Lily lisait aux plus jeunes, tandis que les adolescents révisaient à des tables voisines. C'était exactement ce qu'Elena avait rêvé, non pas la gloire, ni l'argent, ni la reconnaissance, mais cette vision simple d'enfant se sentant en sécurité, aimé, confiant en demain. « Papa, » murmura Lily en fermant son livre alors que les plus petits sombraient dans le sommeil, « tu crois que maman sait? Qu'elle voit tout ce que nous avons bâti ?» Mason regarda autour de lui, ses enfants endormis qui avaient trouvé un foyer, sa fille devenue une femme d'une compassion extraordinaire, les étagères remplies de livres et de rêves. « Je pense qu'elle est là depuis le début, » répondit-il doucement. « Dans chaque enfant qui réapprend à faire confiance. Dans chaque famille que nous formons. Dans chaque rêve qui devient réalité. C'est elle la raison pour laquelle nous n'abandonnons jamais personne. » Dehors, la neige commençait à recouvrir Millbrook, transformant Villa Esperanza en château de contes de fées. Tel que Lily l'avait imaginé le premier jour. À l'intérieur, 23 enfants dormaient paisiblement, rêvant de lendemains qui auraient été impossibles sans l'amour trouvé entre ces murs. Le trésor découvert autrefois dans le sous-sol avait rendu tout cela possible. Mais Mason savait que la véritable magie n'avait jamais été l'argent. C'était la certitude que les choses brisées pouvaient redevenir belles, que les enfants perdus pouvaient retrouver leur chemin, et que l'amour, multiplié et offert sans condition, pouvait réellement changer le monde. Cette nuit-là, en bordant le dernier enfant endormi et en éteignant les lumières de la bibliothèque, Mason adressa une prière de gratitude à Elena,
à Margaret Blackwood, et à cette force mystérieuse de l'univers. Qui les avait conduits jusque-là? Demain apporterait de nouveaux défis, de nouveaux enfants en quête d'espoir, de nouvelles occasions de prouver que chaque personne mérite d'être aimée. Que chaque rêve mérite une chance. Mais pour l'heure, Villa Esperanza résonnait des souffles apaisés de ceux qui dormaient, et du silence heureux des rêves en train de s'accomplir. La nouvelle étape commença lorsque Lily revint de l'université avec son diplôme de master et une idée révolutionnaire. Elle avait passé 2 ans à étudier les approches les plus novatrices de la protection de l'enfance dans tout le pays. Mais surtout, elle avait observé ce qui ne fonctionnait pas, des foyers surpeuplés, des institutions déshumanisées qui étouffaient l'espérance au lieu de la nourrir. « Papa, nous voyons trop petit », déclara-t-elle un soir lors d'une réunion de famille élargie aux membres clés du personnel. Nous avons aidé des milliers d'enfants, mais il y en a encore des millions. Qui aurait besoin de nous? Nous ne pourrons jamais construire assez de maisons pour tous. Mais si nous changions le système lui-même? Son projet dépassait tout ce qu'ils avaient imaginé. Jusque-là. Plutôt que de former seulement quelques éducateurs ou d'ouvrir de nouvelles structures, Lily proposait de travailler directement avec les gouvernements pour transformer en profondeur la protection de l'enfance. Elle avait conçu un cadre politique complet qui repensait la manière dont les enfants entraient dans le système, dont ils étaient orientés, et la façon dont on mesurait le succès. Aujourd'hui, expliqua-t-elle devant une assemblée de travailleurs sociaux, de responsables politiques et d'experts, notre système n'est qu'une machine de gestion de crise. Les enfants sont arrachés à des environnements dangereux pour être placés n'importe où, là où un lit est libre. On ne réfléchit pas à l'adéquation, on ne pense pas aux conséquences à long terme. On ne s'intéresse pas à la guérison des traumatismes. Ce n'est pas de la protection de l'enfance, c'est de l'entreposage d'enfants. Son alternative, baptisée « soins communautaires centrés sur la famille », consistait à créer des réseaux de petites maisons familiales implantées dans les quartiers, soutenues par une gamme complète de services, soins psychologiques, accompagnement scolaire, formation professionnelle, aide aux familles biologiques lorsque c'était possible. Cette vision audacieuse ouvrait la promesse d'un avenir où aucun enfant ne serait plus réduit à une statistique ou relégué dans un lit vacant, mais accueilli dans une communauté prête à guérir ses blessures et à lui donner les moyens d'écrire une nouvelle histoire. Le premier État à adopter le modèle de la Villa Esperanza fut le Vermont. Tout avait commencé lorsqu'un gouverneur, intrigué par les résultats impressionnants de ce foyer singulier, vint lui-même visiter les lieux. Ce qu'il y vit bouleversa sa vision du système de protection de l'enfance, des sourires sur les visages d'enfants autrefois brisés, des rires résonnant dans des pièces qui avaient connu tant de chagrin, et surtout, des parcours de vie radicalement transformés. Convaincu, il décida d'importer ce modèle dans son propre État. En l'espace de 2 ans, le Vermont réorganisa de fond en comble son système de protection de l'enfance. Les grandes institutions anonymes, froides et impersonnelles furent fermées une à une. À leur place naquirent de petites maisons communautaires, chaleureuses et familiales, confiées à des couples et des familles spécialement formées à la méthode de la Villa Esperanza. Les résultats furent spectaculaires. Les performances scolaires des enfants s'envolèrent, révélant des potentiels que personne n'avait su voir auparavant. Les problèmes de comportement diminuèrent de manière drastique. Mais la transformation la plus marquante fut celle des liens familiaux. Le nombre d'enfants qui réussirent à être réunis avec leurs parents biologiques doubla. Cela fut possible grâce à l'accompagnement intensif offert aux familles, afin qu'elles puissent s'attaquer aux causes profondes qui avaient conduit au placement initial. Bientôt, Mason se retrouva invité à témoigner devant des commissions du Congrès. Lui, qui quelques années plus tôt tremblait à l'idée de ne pas pouvoir payer son loyer, se vit assis face à des gouverneurs, des secrétaires d'État et des sénateurs, discutant de réformes législatives susceptibles de changer le destin de millions d'enfants. Les débats portaient sur des milliards de dollars, mais Mason n'oubliait jamais que derrière chaque chiffre se cachait un enfant réel, une histoire, une douleur à réparer. Et pourtant, malgré l'ampleur politique que prenait son action, ce qui le nourrissait le plus restait le travail de terrain, le contact direct avec les adolescents de la villa. Dans la cinquantaine naissante, Mason s'était forgé une réputation particulière, celle de l'homme qui pouvait réparer n'importe quoi. Qu'il s'agisse d'un vélo cabossé, d'une estime de soi fracturée, ou d'un cœur meurtri par trop de trahison, il savait trouver les mots, le geste, la patience nécessaires. Parmi les jeunes qu'il accompagna,
il y eut Rosa Mené. Elle avait 16 ans lorsqu'elle franchit les portes de la villa. Esperanza, un bébé dans les bras et un passé si lourd qu'il aurait pu briser la plus solide des volontés. Son propre oncle l'avait exploitée et réduite à l'esclavage. Elle s'était enfuie lorsqu'elle était tombée enceinte, survivant des mois dans la rue avant qu'une travailleuse sociale ne la découvre, effondrée dans une gare routière. « Je ne fais confiance à personne », lança-t-elle à Mason. Lors de leur première rencontre. « Je ne veux pas d'aide. J'ai seulement besoin d'un toit, le temps de savoir quoi faire. » Mason, qui connaissait bien cette carapace de défiance, sut lire entre les lignes, les enfants qui affirmaient le plus fort qu'ils n'avaient besoin de rien étaient précisément ceux qui manquaient de tout. Rosa était intelligente, combative, farouchement protectrice envers son bébé. Mais derrière cette force se cachait une peur viscérale, une fatigue enracinée jusqu'aux os. Le véritable tournant arriva une nuit, lorsque sa fille, la petite Carmen, fut prise d'une forte fièvre. Paniquée, Rosa tenta seule de rafraîchir son enfant avec des serviettes mouillées, étouffant ses sanglots dans une salle de bain à 3 heures du matin, de peur qu'on lui retire son bébé si. Elle alertait les adultes. C'est Lily, désormais adolescente, qui la trouva ainsi, désemparée. « Rosa, elle a besoin d'un médecin, dit-elle doucement. Laisse-nous t'aider. Si je vais à l'hôpital, ils me la prendront, murmura Rosa, la voix tremblante. Ils diront que je suis une mauvaise mère. Tu es une excellente mère, répondit Lily avec conviction. Et nous allons faire en sorte que vous restiez ensemble. Mais là, Carmen doit être soignée. Les heures suivantes changèrent tout. Mason conduisit Rosa et Carmen à l'hôpital et resta à ses côtés pendant que la petite recevait un traitement pour une simple otite. Lorsque l'assistante sociale du service tenta de questionner Rosa sur sa situation, Mason intervint avec une autorité calme et respectée. Rosa et Carmen vivent à la Villa Esperanza. Elles font partie de notre famille et bénéficient de tout le soutien nécessaire. Rosa le regarda, stupéfaite. Jamais un adulte n'avait pris sa défense. Jamais personne ne l'avait revendiqué comme faisant partie d'une famille. Pour la première fois de sa vie, elle se sentit protégée, et non exploitée. Ce fut le début d'une transformation. Lente mais profonde. Elle commença à assister aux cours de parentalité proposés par la villa, non par obligation, mais par désir d'être la meilleure mère possible. Elle s'inscrivit à des cours de lycée en ligne et découvrit un don inattendu pour les mathématiques et les sciences. Lorsque Carmen fit ses premiers pas dans le salon de la villa, sous les applaudissements des enfants et du personnel, Rosa pleura de joie, non plus de peur. Un jour, assise à côté de Mason, elle confia. « Je veux devenir infirmière en pédiatrie. Je veux aider d'autres bébés comme Carmen. Et que leur mère se sente aussi en sécurité que vous m'avez fait sentir. » Le parcours de Rosa devint un témoignage vivant de la puissance du modèle Esperanza. Elle obtint son diplôme de lycée. Avec mention, décrocha une bourse intégrale pour l'école d'infirmière et gravit les échelons jusqu'à devenir responsable en pédiatrie dans un grand hôpital pour enfants. Plus encore, elle éleva Carmen dans la sécurité, l'amour et la confiance, brisant ainsi la chaîne de traumatismes transmise depuis des générations dans sa famille. Mais le succès de Rosa mit aussi en lumière un défi crucial, comment accompagner les jeunes une fois devenus adultes. La villa lança alors un programme de soutien générationnel, destiné à ces anciens pensionnaires devenus parents. Les traumatismes ne disparaissent pas à 18 ans, expliquait Lily lors d'une conférence de professionnels. C'est souvent à cet âge que les difficultés commencent réellement. Ces jeunes doivent bâtir leur vie d'adulte sans les soutiens familiaux que la plupart tiennent pour acquis. On ne peut pas simplement leur remettre un diplôme et leur souhaiter bonne chance. Ce programme offrait du mentorat continu, une aide financière d'urgence, un soutien à la garde d'enfants et, surtout, le sentiment d'appartenir pour toujours à la famille Esperanza. Les anciens savaient qu'ils pouvaient revenir, téléphoner, trouver une oreille attentive à tout moment. Pour financer cette expansion, fut créée la Fondation Villa Esperanza, gérée par un conseil d'anciens devenus eux-mêmes des réussites éclatantes. L'argent provenait non seulement du trésor initial, mais aussi de dons venus de tout le pays, inspirés par l'histoire du foyer. L'un des plus grands soutiens arriva de Californie. Catherine Blackwood Chen, petite-nièce de Margaret Blackwood, la mystérieuse bienfaitrice du départ.
Après avoir vu un documentaire, Catherine fit le voyage pour rencontrer Mason et Lily. Parcourant la villa restaurée, elle déclara, émue. Ma tante Margaret aurait été bouleversée de voir cela. Elle a toujours cru en l'entraide, mais vivait si discrètement que personne n'imaginait ça. Fortune. Savoir que ses économies ont permis tout cela, c'est exactement ce qu'elle aurait souhaité. Son don de 5 millions de dollars permit la création du centre de recherche Esperanza. Dédié à l'étude de la résilience des enfants traumatisés et au développement de nouvelles thérapies. Très vite, le centre attira des chercheurs du monde entier et devint une référence internationale. Dans les pratiques fondées sur des preuves scientifiques. Le Dr James Morrison, ancien professeur à Harvard, en prit la direction. Fasciné, il expliquait lors d'un congrès les différences de développement cérébral que nous observons chez les enfants de la villa comparés à ceux des institutions traditionnelles sont stupéfiantes. La plasticité du cerveau est telle qu'avec un environnement aimant, les structures mêmes de l'esprit se reconstruisent. C'est une révolution. Ainsi, de Vermont au laboratoire de neurosciences, de Rosa et Carmen à des générations d'anciens. La Villa Esperanza prouvait que la tendresse, l'accompagnement et la confiance pouvaient briser les cycles de douleur. Ce n'était pas seulement un foyer, c'était une lumière allumée dans l'obscurité, une preuve vivante que chaque enfant, aussi meurtri soit-il, mérite une nouvelle chance. Les découvertes scientifiques récentes sur le développement cérébral des enfants avaient enfin donné des preuves tangibles à ce que Mason et Lily avaient toujours ressenti au plus profond d'eux-mêmes, l'amour n'était pas simplement une douceur facultative, c'était une nécessité neurologique. Une condition vitale pour qu'un enfant grandisse sainement. Les chercheurs démontraient que les enfants marqués par des traumatismes pouvaient, lorsqu'ils recevaient des soins intensifs dans un cadre familial aimant, retrouver une capacité étonnante de guérison. Les zones du cerveau liées à la régulation émotionnelle, à la prise de décision et aux liens sociaux montraient une plasticité impressionnante, comme si l'amour, la constance et l'attention parvenaient à ranimer des circuits fragilisés par la douleur. Cette validation scientifique devint le socle d'un immense élan. Les résultats ouvrirent la voie à de nouveaux programmes de formation, non seulement pour les familles d'accueil et le personnel des foyers collectifs, mais aussi pour les parents biologiques qui luttaient pour récupérer la garde de leurs enfants. Désormais, l'expérience de la Villa Esperanza dépassait les murs de Millbrook, elle transformait la compréhension mondiale du traumatisme infantile et des chemins de résilience. 15 ans plus tard. À l'aube de sa 15e année, l'impact de la Villa Esperanza semblait presque impossible à mesurer. L'établissement fondateur accueillait toujours 24 enfants à la fois, tout en servant de centre de formation pour des soignants venus des 4 coins du monde. Autour de lui, le réseau s'était déployé, la Fondation nationale dirigeait 47 autres maisons réparties dans 18 États, chacune adaptée aux besoins de sa communauté, mais toutes enracinées dans les mêmes principes fondamentaux, amour, stabilité, respect de la dignité. Le travail politique initié par Lily portait également ses fruits. 12 États avaient déjà adopté un modèle de soins communautaire inspiré de la Villa, et une loi fédérale, votée à une écrasante majorité au Congrès, garantissait désormais des financements pour les petites structures familiales. Ce qui avait commencé par la douleur d'une famille brisée s'était mué en mouvement national. Un mariage au goût d'éternité. Mais au-delà des chiffres, un moment demeura. Gravé dans toutes les mémoires, le premier mariage célébré dans les jardins de la villa. C'était un samedi radieux de mai. Marcus, l'ancien fugueur devenu ingénieur en mécanique, épousait Jennifer. Une jeune enseignante qui avait grandi dans le système de protection de l'enfance. Autour d'eux, des dizaines d'anciens et d'actuels pensionnaires riaient, dansaient, versaient des larmes de joie. Lors du banquet, Marcus leva son verre. Vous m'avez offert quelque chose que je n'aurais jamais cru possible. Vous m'avez donné une famille. Pas seulement un toit, mais des personnes qui ont cru en moi lorsque moi-même j'avais perdu la foi. Aujourd'hui, avec Jennifer, nous voulons bâtir le même genre de foyer, un lieu où chacun a sa place, où chacun compte. Mason, debout sur la véranda, entourant la villa, observa la scène, submergé par l'émotion. Dans son esprit, il revoyait Helena, sa femme disparue, elle aurait adoré ce jour, danser avec Marcus, immortaliser chaque sourire. Chaque éclat de rire. À quoi penses-tu, papa? Demanda Lily en le rejoignant. À 26 ans, belle et accomplie, elle restait pour lui la fillette de 9 ans qu'il avait aidé à réparer l'heure.
Premier robinet. Je pense à ta mère, répondit-il. Comme elle serait fière, non seulement de ce que nous avons construit, mais surtout de la femme que tu es devenue. Lily hocha doucement la tête. Je pense à elle chaque jour, surtout quand je travaille avec des enfants qui ont perdu leurs parents. Je me souviens que tu m'as appris qu'une perte n'est jamais la fin de l'histoire. Seulement un chapitre douloureux dans un livre plus grand. Une nouvelle génération. Ce soir-là, un éclat particulier illuminait le visage de Lily. Elle prit la main de son père et murmura. « J'ai quelque chose à t'annoncer. David m'a demandé en mariage. » David Harrison, le psychologue venu 2 ans plus tôt pour étudier les méthodes de la villa, était tombé amoureux, non seulement de leur mission, mais aussi de Lily. Mason avait suivi leur relation avec l'œil protecteur d'un père, mais aussi avec la clairvoyance de celui qui reconnaît. Un homme de valeur. En réalité, ajouta Lily en souriant, c'est moi qui ai fait la demande. La villa m'a appris que les familles se choisissent par l'amour et l'engagement, pas seulement par la tradition. Alors je l'ai choisi, et je veux construire ma vie avec lui. Mason la serra longuement dans ses bras. Ta mère l'aurait adoré. Et elle serait infiniment fière de la femme que tu es. L'avenir de la villa. Cette annonce déclencha une réflexion sur l'avenir de l'organisation. Mason avait 52 ans. Toujours animé de passion. Il savait pourtant que l'œuvre dépassait désormais sa famille. Je ne veux pas que la Villa Esperanza devienne une affaire familiale, déclara-t-il devant le conseil d'administration. Ce travail est trop essentiel pour dépendre d'un seul nom. Nous devons créer des structures qui nous survivront. Un plan de succession fut élaboré, le pouvoir passerait progressivement à un conseil. Composé d'anciens pensionnaires, de membres du personnel et de soutien de la communauté. Mason et Lily resteraient impliqués comme conseillers, mais laisseraient la gestion quotidienne à cette nouvelle génération. Mason, lui, rêvait de retourner à ses premiers amours, enseigner aux adolescents les savoir-faire manuels. Je veux reprendre mes outils, disait-il à Lily. Leur montrer qu'il a de la dignité à réparer un robinet, à changer une roue, à travailler de ses mains. Lily, de son côté, aspirait à rester au plus près des enfants, là où son cœur battait le plus fort. Auprès de ceux qui arrivaient brisés, convaincus que personne ne pourrait jamais les aimer. Retrouvailles. Leurs projets furent interrompus par l'arrivée de Rosa Mené, devenue docteur en pédiatrie. Elle revint ce jour-là accompagnée de sa fille de 8 ans, Carmen. Oncle Mason. Tante Lily. Cria l'enfant en se jetant dans leurs bras. Elle avait grandi en sachant que sa famille comptait des dizaines d'oncles et de tantes issus de la villa, et que l'amour ne se divisait pas, il se multipliait. Rosa, épuisée mais rayonnante, expliqua qu'elle venait d'ouvrir une clinique dédiée aux mères adolescentes, inspirée par les valeurs apprises ici. Dans mon bureau, dit-elle, j'ai votre photo. Quand une jeune maman me dit qu'elle ne fait confiance à personne, je lui raconte l'histoire de l'homme qui m'a prouvé que des personnes dignes de confiance existent vraiment. Ces instants de retrouvailles rappelaient à Mason et Lily que, derrière les statistiques, l'essentiel restait les relations humaines, croire au potentiel d'une personne jusqu'à ce qu'elle croie elle-même en sa propre valeur. Le retour au sous-sol. À la tombée du jour, après le départ des invités, Mason descendit une nouvelle fois dans le sous-sol où tout avait commencé. Le vieux coffre était vide depuis longtemps, mais pour lui, cette pièce demeurait le sanctuaire de leur aventure. Lily le rejoignit, et ils se tinrent côte à côte dans le silence empreint de souvenirs. Tu t'es déjà demandé ce qui se serait passé si nous n'avions pas trouvé ce trésor, demanda-t-elle. Mason réfléchit longuement. Je crois que nous aurions trouvé un autre chemin. Peut-être plus lent, plus modeste. Mais le rêve de ta mère aurait fini par éclore. L'argent nous a permis d'aller plus vite, plus loin. Mais le véritable trésor a toujours été l'amour, l'espérance et la volonté que nous avons mis dans cette œuvre. Lily sourit. Je suis reconnaissante que tout se soit déroulé ainsi. Reconnaissante envers Margaret Blackwood d'avoir conservé cette fortune. Reconnaissante que nous ayons eu le courage d'en faire un outil de lumière. Ils remontèrent les marches, éteignant la lumière derrière eux. Dans la maison, les derniers enfants s'endormaient. Les rires s'étaient tus, remplacés par le doux bruissement d'une demeure habitée par l'amour et l'espérance. Un héritage vivant. Dans la bibliothèque de la tour,
une nouvelle photo rejoignait celle d'Elena. Marcus et Jennifer, découpant leur gâteau de mariage, entourés de leur famille de cœur. Tous riaient, les yeux embués de larmes de bonheur. C'était l'image parfaite de ce que représentait la villa. Espéranza, des rêves qui s'accomplissent, des blessures qui se transforment en force, des vies brisées qui retrouvent leur beauté. Le lendemain apporterait de nouveaux défis, de nouveaux enfants meurtris, de nouvelles histoires à réparer. Mais ce soir-là, la Villa Espéranza incarnait pleinement le rêve d'Elena, un lieu où chaque jour voyait éclore un miracle. Un enfant à la fois.